Bonjour, Éric Bissonnier. Donc on va continuer notre petite tour d'horizon du marché de l'électricité en Europe en parlant de l'offre. Dans la dernière vidéo, on a discuté du fait que les prix étaient devenus négatifs en semaine, ce qui était jamais arrivé. Voilà, le prix en Allemagne était 30, il passait à moins 44, puis il en fait était négatif dans un grand nombre de pays. Sur le marché de l'électricité en Europe. On a aussi expliqué comment ont été fixés les prix sur ce marché en Europe. Donc voilà la structure de l'offre, en tout cas en termes de prix. C'est ce qui fait qu'il y a un problème entre l'offre et la demande. Pourquoi est-ce que l'offre n'est pas capable de s'adapter instantanément à cette baisse forte de demande à cause du Covid ? Et puis ensuite, on verra comment est structurée la demande et quelle est son évolution. Mais pour l'instant, on va s'occuper vraiment de cette partie d'offre et de la structure de l'offre. Donc on voit ici, ça c'est sur 2018, les derniers chiffres qui sont à disposition par l'Union européenne, qui représentent la production d'électricité en fonction du type de producteur. Donc vous l'avez, je l'ai trié par ordre de taille en 2018. Vous allez voir que ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Donc on a les renouvelables et les biocarburants qui sont l'élément le plus important de cette production en Europe, suivi du nucléaire, en particulier comme on le sait en France, même si en Allemagne c'est en train d'être réduit. Ensuite il y a le gaz naturel, puis le charbon, que l'on retrouve pas mal en Europe de l'Est et en Allemagne. Et puis ensuite, vous avez des éléments beaucoup plus petits, donc le pétrole, le diesel, les gaz manufacturés qui sont des versions anciennes de production à partir du charbon, les déchets non renouvelables, puis ensuite, en Europe, très peu de schiste bitumeux et de sable bitumeux, donc ce qui est shale, qui est très développé en Amérique du Nord. Et puis les turbodérivés qui sont plutôt des versions assez anciennes de production d'énergie qui datent en fait du 19e siècle, qui sont encore utilisées dans certains endroits, en particulier en Irlande, mais là vous avez vraiment très peu de production par rapport au reste. Donc pour l'essentiel, si on regarde vraiment, c'est à peu près équivalent entre les énergies renouvelables, le nucléaire, gaz naturel et charbon. Par contre, si on regarde au fil du temps, on voit très clairement que les renouvelables et les biocarburants, alors ça c'est pas vraiment une surprise, ce qui est plus surprenant c'est le trend et la manière dont ça a compensé les baisses sur la production de charbon. On voit très bien ici donc l'augmentation sur les renouvelables et les biocarburants et puis la baisse assez importante sur le charbon. Le gaz naturel bouge beaucoup, ça c'est en fonction des mises en place de capacité, et puis le gaz naturel est celui qui a le plus de capacité, on va voir ça, de capacité d'adaptation. Et puis on voit le nucléaire qui gentiment baisse. On sait qu'en particulier en Allemagne, il y a une réduction de la production de nucléaire parce qu'on supprime des centrales et on n'en met pas de nouvelles. Et donc on voit cette baisse assez régulière, mais ça reste une proportion importante de la production d'électricité, donc on ne pourrait pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça c'est l'évolution au fil du temps. Maintenant on va voir les caractéristiques de cette production, parce que c'est très important de comprendre les différences qu'il y a entre la capacité de réduire la production suivant la manière dont la production est structurée. Donc on voit ici, on l'a représenté ici, donc c'est de nouveau le Parlement européen. Donc vous avez ici ce qui est considéré comme stable ou variable. Donc stable, ça veut dire que la production et la capacité qui a été prédéfinie est effectivement atteignable relativement facilement et elle va subir peu de variations au fil du temps. Donc ça, c'est vous imaginez toutes les usines qui ont, à partir du moment où elles ont une source d'énergie, elles vont pouvoir produire. Variable, ça va être le solaire et l'éolien qui sont dépendants de l'environnement. Les autres sont stables. En fait, il n'y a vraiment que le solaire et l'éolien qui sont ça va être extrêmement dépendant de l'environnement. Ensuite, vous avez ici j'ai représenté le type de carburant entre fossiles, renouvelables et puis donc nucléaire. Et on voit que la majorité quand même est aujourd'hui de la production, enfin c'est ce que vous avez vu dans les graphiques tout à l'heure, c'est renouvelable. Il reste pas mal de production fossile, charbon, gaz naturel, on a vu que le pétrole il n'y avait pas grand-chose, diesel, et puis le nucléaire. Et puis ensuite vous avez la flexibilité, donc la capacité d'adaptation à court terme. Pour le charbon, elle est à peu près normale. On peut réduire en quelques jours, on peut réduire la production, on peut l'augmenter ensuite en quelques jours. Donc elle peut s'adapter par exemple au cycle saisonnier.
voire à des cycles plus courts comme le week-end, etc. Le gaz naturel, lui, on peut l'éteindre quasi instantanément. Donc, c'est une variable d'ajustement qui est assez intéressante. Alors, instantanément, c'est quelques heures ou quelques jours. C'est pas d'un instant à l'autre. Mais c'est une flexibilité qui est assez importante comparée au nucléaire où une fois que la centrale est en marche, elle produit. Donc, on a une flexibilité qui est vraiment très, très faible sur le nucléaire, même si une base de production qui est très importante et très stable. Ensuite, on a l'hydroélectrique où on peut simplement couper les turbines d'un instant à l'autre. Donc ça, c'est une grande flexibilité. Par contre, solaire et éolien, il n'y a aucune flexibilité. Ça produit. S'il y a du soleil, les panneaux vont créer de l'électricité et ça va aller sur le réseau. Ou alors, ça va pas aller sur le réseau. Au niveau d'une maison, ça peut être stocké dans des batteries, mais sinon, c'est produit et voilà, il n'y a pas le choix. C'est pareil pour l'éolien. À partir du moment où elle commence à tourner, vous ne pouvez pas... Et puis ensuite, le géothermique, là également, vous pouvez arrêter les turbines parce que ça marche avec de la vapeur. Donc, vous pouvez simplement laisser partir la vapeur et ne pas produire d'électricité. Ça ressemble beaucoup dans ce sens à l'hydroélectrique. Ensuite, il y a les émissions. Donc ça, c'est quelque chose d'important à moyen terme parce que ça a aussi un impact sur... les investissements et sur les encouragements qui sont mis en place par les gouvernements vis-à-vis de la production d'électricité. Donc c'est clair qu'il y a peu d'aide pour les productions à haute émission en carbone et par contre il y en a beaucoup pour tout ce qui est zéro émission. Donc maintenant si on retrouve notre schéma de prix, on voit quand même que la structure de l'offre elle est pas forcément adapté à ces équilibrages instantanés. Si tout d'un coup vous avez beaucoup de vent et beaucoup de soleil et que dans le même temps vous avez peu de production parce que les industries ont fermé, vous allez avoir des prix négatifs. Et c'est ce qui est arrivé comme je vous l'ai montré. Alors c'est comme le pétrole, c'est-à-dire que petit à petit, on arrive à réduire les capacités pour ceux qui peuvent réduire leur production. On a vu, donc à peu près tout sauf le nucléaire, en particulier le gaz naturel, mais évidemment les producteurs de gaz naturel. Et on se retrouve dans ce dilemme et dans cet arbitrage en se disant, moi je ne vais pas réduire. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui réduirais ma production et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des surcapacités à un instant donné et donc avec des prix négatifs. Voilà pour l'offre. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur la demande et puis on va revenir sur ce marché et comment il se retrouve déséquilibré et quelle va être la dynamique à moyen ou à long terme après cet épisode de Covid. Merci, bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de liker comme d'habitude et à très bientôt.